C'est bon ? Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être présent pour cet atelier. Je me présente, je m'appelle Raphaël Moukarzel. Je travaille pour la société Archimède. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos réalisations communes de la société Archimède, qui est un éditeur de logiciels auprès des acteurs culturels, à la fois en lecture publique, mais également pour les musées. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, je suis accompagné de Rebecca Dufay, avec laquelle nous allons vous présenter du coup, cette réalisation pour 3 musées lyonnais. Si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions à la fin de l'intervention. Et donc, voilà, n'hésitez pas à noter les points qui vous intéressent. Tout d'abord, Rebecca, merci d'être présente. Et ce que je vous propose, c'est, pour commencer, de vous présenter et de nous présenter votre rôle au sein du musée Gadagne, en l'occurrence. Eh bien, bonjour Raphaël, merci de m'avoir invité. Je suis Rebecca Dufay et je suis chargée du centre de documentation du musée Gadagne à Lyon. C'est un musée qui a la particularité d'avoir 2 entités muséales dans un seul bâtiment, avec une seule équipe, mais 2 entités, un musée d'histoire de Lyon et un musée des arts de la marionnette. Voilà, donc moi, mon rôle consiste à gérer le centre de documentation qui comprend à la fois des fonds patrimoniaux, des ressources documentaires et une bibliothèque. Voilà. Très bien. Alors, quand on parle de centre de documentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est ? Alors, ce centre de documentation, il s'insère dans le projet d'établissement du musée Gadagne, dont il dépend. Il est une des composantes du service des collections et il a vocation à être un outil en fait au service du musée et au service des chercheurs. Chercheurs, c'est un terme un peu générique, mais en tout cas des usagers extérieurs. Et il propose un certain nombre de documents, alors des livres bien évidemment, mais ça c'est un terme aussi un peu générique, mais on a des incunables, on a des ouvrages très anciens, on a des tirés à part, des monographies, des catalogues d'exposition, des catalogues de vente, voilà. Et puis on a ce qu'on appelle des fonds patrimoniaux. Donc là, ce sont des archives qui sont assez anciennes, assez rares, qui ont été déposées par des donateurs historiques, des Lyonnais essentiellement. Là, ce sont des fonds d'archives donc, qui constituent des entités à part, de par leur rareté, justement. Et puis, nous avons aussi la partie ressources documentaires. Là, il s'agit plutôt de choses liées à l'actualité. Voilà. Plus les dossiers d'œuvres aussi qui sont à la disposition du public. Donc voilà, en gros, pour résumer grossièrement, voilà les fonds dont je m'occupe. Okay. Et voilà ce qu'est un centre de documentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui pour une institution culturelle de valoriser ce type de fonds ? Eh bien, parce que nous sommes déjà, j'ai envie de dire, au service de la recherche. Alors, il y a quand même une particularité, peut-être que je m'avance un peu sur les questions que vous allez me poser, mais c'est important parce que nous nous distinguons d'une bibliothèque de lecture publique ou d'une médiathèque. Un centre de documentation, il a vocation à proposer un service, on va dire, un peu personnalisé, c'est-à-dire que les chercheurs, lorsqu'ils viennent, ils prennent rendez-vous déjà, et puis l'intérêt de ce centre, c'est de proposer des ressources qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, et qui sont assez pointus sur des domaines tels que l'histoire de Lyon, mais d'une manière très générale. L'histoire, c'est l'archéologie, l'urbanisme, la sociologie, voilà, tous les aspects de l'histoire de Lyon, et les arts de la marionnette. Donc c'est vraiment la spécificité. Là, je parle pour Gadagne et pour le musée, puisque nous sommes 3, on en parlera après, mais c'est un projet mutualisé. Et pour le musée des Beaux-Arts, eh bien, c'est sur l'histoire de l'art de l'Antiquité au XXIe siècle. Et pour le musée d'art contemporain, c'est toute la partie 20e, XXIe siècle. Voilà. Alors, de votre expérience, est-ce que le public réalise vraiment, imagine vraiment tout ce qu'on peut trouver dans ce type de centre de documentation ? Alors, jusqu'à une date récente, pas beaucoup. Parce que justement, c'est tout l'intérêt d'avoir un outil comme Syracuse. Les fonds sont, de par leur nature, je vous ai dit, un peu rares, anciens,
donc par nature confidentiels. Nous avons des instruments de recherche en interne, sous forme de tableurs la plupart du temps, des recensements, ce qu'on appelle des tableaux de pré-inventaire ou de sous-inventaire. Donc ça, ce sont des outils de recherche, mais qui nous servent en interne. Et effectivement, toutes ces choses-là ne sont pas diffusées. Donc, effectivement, les usagers savent mal. Il y a une méconnaissance ou parfois une ignorance totale de la richesse, la diversité de nos fonds. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la richesse du réseau muséal lyonnais ? Alors le réseau muséal lyonnais est important, mais il y a, on va simplifier, il y a 2 pôles de musées municipaux. Donc moi, Gadagne dépend du musée d'histoire et de société. Musée d'histoire et de société, donc c'est le musée Gadagne, musée de l'imprimerie et de la communication graphique, et le musée Malartre de l'automobile. Et il y a le pôle des musées d'art, avec le musée d'art contemporain et le musée des beaux-arts. Bon, ça, c'est grosses entités. Et puis, ça, ce sont les musées municipaux. Ensuite, il y a le musée de la métropole et le musée de région. Voilà, la métropole, donc c'est le musée des Confluences et le Lugdunum. Okay. Voilà. Et puis après, il y a une offre muséale très importante à Lyon, avec des tout petits musées confidentiels que personne ne connaît, mais qui ont un intérêt. Et il y a un musée privé aussi. Et si on se concentre spécifiquement sur les 3 musées qui nous intéressent aujourd'hui, qu'est-ce qui fait leur spécificité ? Pour Gadagne, c'est évidemment de proposer des ressources sur l'histoire de Lyon, mais des choses assez rares. Pour Gadagne, on a bénéficié de donations de personnes assez importantes, notamment politiques, historiens, de la première moitié du XXe siècle, comme Justin Godard, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais et ça, c'est ce qui fait la spécificité pour Gadagne. La deuxième spécificité, c'est d'avoir aussi bénéficié d'une donation exceptionnelle sur les arts de la marionnette, qui est arrivé donc en 1960 à Gadagne, et ce qui en a fait un lieu non seulement ressources, mais fléché vraiment comme... Il y a très peu de lieux ressources sur les arts de la marionnette en France. Il y en a ailleurs, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Et on va dire qu'avec le département des arts du spectacle, la BNF et Charles-Louis de Mézières, on est probablement les 3 lieux ressources sur les arts de la marionnette. Quant au musée des Beaux-Arts, il y a évidemment une richesse de ressources sur l'histoire de l'art qui est assez exceptionnelle. Donc, le MAC, c'est un musée beaucoup plus récent. Donc là aussi, c'est pareil. Pour le MAC, c'est un lieu spécialisé sur l'art contemporain, mais je connais moins bien les spécificités du MAC, en fait. Okay. Bon, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous voyez défiler derrière nous justement des extraits de ces portails documentaires. Donc, si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, je vous invite évidemment à aller consulter ces portails. Est-ce que vous diriez que les publics de ces musées sont les mêmes ? Alors oui, parce que quand on les prend dans leur intégralité, c'est très varié. Moi, et je sais que pour les Beaux-Arts, c'est à peu près la même chose. En plus, parce que j'ai travaillé au musée des Beaux-Arts, donc je connais un peu la sociologie des chercheurs. Ça va d'érudits locaux à des spécialistes, des universitaires, des étudiants guides conférenciers, des chercheurs confirmés, des journalistes aussi, parce qu'on propose aussi des ressources pour des articles des études, ça, des étudiants, je l'ai dit. Peut-être au musée des Beaux-Arts, ont-ils un peu plus de public de conservateurs ? Nous, on en a moins, mais on a des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, parce que c'est un musée d'histoire et de société, Gadagne. Donc, on est peut-être moins fléché Beaux-Arts, plus ethnologie ou anthropologie. Voilà. Quant au MAC, beaucoup d'artistes, évidemment, et de chercheurs en art contemporain. Donc, oui, on a quand même une sociologie de chercheurs assez proche. Oui, oui. Après, c'est le nombre de chercheurs qui peut varier d'une institution à l'autre, mais on a des usages assez similaires. Okay. Et alors, si on se focalise spécifiquement là, sur le projet, quelles étaient les attentes en interne des équipes ? Alors, les attentes, les miennes ou celles de mes collègues ?
Parlez-nous des vôtres. Les miennes, c'était déjà d'avoir un outil moderne, parce que moi, j'étais sur ALOS. On avait ALOS depuis les années 2000 à peu près, donc c'est la version, on va dire, ce que je peux me permettre de dire que c'est la version préhistorique de Syracuse. Je vais le dire. Voilà. L'attente, c'était d'avoir évidemment une pratique du catalogage plus fluide, ça c'est clair. Une interface aussi, parce que l'interface était très vieillotte. Et puis, d'ailleurs, c'est la même chose pour le MBA. Ils étaient aussi sur un outil très vieux. Donc, beaucoup plus de fluidité. Et puis, cette interface claire, lisible. Et puis, surtout, l'attente principale, c'est de pouvoir mettre le catalogue en ligne. Ça, c'est le point principal de ce projet-là. Oui, par rapport à vos publics externes, c'est vraiment ce qui manquait. Ah oui. Oui, parce que là, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, est-ce que vos fonds sont connus ? De fait, pas tellement, puisqu'on ne communiquait pas vraiment à l'extérieur. On a une page dédiée sur le site institutionnel, sur le centre de documentation, mais ce n'est pas suffisant quand même pour... déjà, il faut que la navigation puisse aboutir sur cette page. Ce n'est pas suffisant non plus pour faire connaître. Là, maintenant, avec le portail, et en plus, on a un très, très bon référencement sur Google, ce qui fait qu'on a une très, très bonne visibilité. Donc là, très clairement, oui. La réponse est oui, complètement. Ce qui manquait pour le public externe, donc la mise en ligne, évidemment le portail, et puis la possibilité, parce que qui dit base de données, grâce au portail, c'est aussi la recherche multicritère, la recherche simple. Sur les portails, mes collègues et moi-même avons créé dans les menus des pages aussi de présentation des fonds. Donc ça donne quand même une sacrée visibilité à nos fonds documentaires. J'en profite pour le notifier, parce que vous ne l'avez pas évoqué, oui. Mais je crois qu'au musée Gadagne, il y a des collections, des fonds notamment spécifiques sur les loges maçonniques, oui. Une institution plutôt discrète généralement. Oui. Ah oui, oui, j'en ai pas parlé parce que c'est dans un tout en fait. Oui. Ah oui, on a des. Oui, c'est vrai que vous avez raison parce que ça peut être aussi une spécificité de Gadagne. Lyon est un gros carrefour de la franc-maçonnerie et nous avons effectivement des fonds assez importants en termes déjà de volume, mais aussi en termes de variété de documents sur la franc-maçonnerie lyonnaise essentiellement, mais pas que lyonnaise. Oui, tout à fait. Et alors, avant ce nouveau portail, comment vos fonds étaient accessibles pour des publics extérieurs ? Par mois. Uniquement ? Oui, par mois. Oui, alors après, quand les chercheurs viennent à Gadagne, dans la mesure où l'usage n'a pas changé, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours rendez-vous. Ce n'est pas un accès public, c'est une petite salle de lecture, comme au musée des Beaux-Arts. Donc c'est sur rendez-vous, donc j'accueille le chercheur et normalement, la prise de rendez-vous se faisant en amont, j'ai le temps de chercher les documents, les communiquer, et quand le chercheur arrive, tout est prêt. Donc, en fait, c'est moi qui faisais la recherche à la place de l'usager dans ALOS. Voilà. Maintenant, l'avantage, c'est que, alors je la fais encore, ça m'arrive, mais dans la mesure où le catalogue est en ligne, ils peuvent déjà faire leur recherche en amont et me communiquer les cotes, et comme ça, quand ils arrivent, les documents sont prêts. Voilà. Vous aviez le sentiment que ces fonds étaient sous-exploités ? Très clairement, oui. Oui. Et mon sentiment, mais je pense que c'est un sentiment partagé par mes homologues aussi au MBA et au MAC. Oui, très clairement. Oui. Alors, concernant justement ce qui existait auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire quels outils étaient utilisés ? On a parlé d'ALOS, je crois qu'il y avait également Paprika. Alors, Paprika pour le musée des Beaux-Arts, oui. Et le MAC, mais je crois qu'il n'avait rien. Je ne sais pas si ce n'était pas un tableau Excel ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Okay. Mais oui. C'est possible, il y a un certain nombre de musées. Oui, je crois que c'était ça, oui. Il y en a encore je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Je ne me souviens plus pour le MAC. Okay. Bon, alors, toutefois, qu'est-ce qui fonctionnait bien malgré tout ? Dans nos outils précédents ? Ouais. Alors le catalogage, même si on était un peu limité, oui, le catalogage. Moi, j'avais la possibilité, contrairement au MBA, d'avoir le petit module pour les prêts. Alors, je ne fais pas de prêts à l'extérieur, mais je fais des prêts en interne pour mes collègues. Donc ça marchait
correctement. La recherche simple, la recherche multicritère était très compliquée. Donc, on voyait, j'avais quand même la possibilité de faire de la dérivation de notices. Ça, oui. Il n'y avait pas de vendangeur. Donc, on était quand même vite limité quand même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on est passé sur une recherche à facettes. Recherche à facettes, ça, c'est super. Et puis, la chose qui est vraiment que j'apprécie le plus en dehors de la fluidité du catalogage, c'est que on a un paramétrage, enfin on a paramétré cet outil en fait au cours des formations avec aussi tous les gens qui nous ont assistés, et puis moi maintenant aussi je le fais. On peut avoir un outil qui est paramétrable et qui est personnalisable, ne serait-ce qu'effectivement les facettes, la recherche multicritère, les grilles de saisie, les grilles de recherche, enfin tout ce qui peut faciliter le travail du bibliothécaire. Et vous diriez que qu'est-ce qui arrivait en limite et qui vous a poussé finalement à ces réflexions sur une modernisation ? Déjà, il n'y avait pas de mise en ligne, donc ça c'est ce qu'on a dit. L'outil était complètement obsolète, et ce qui nous a poussé, mais ça a mis du temps. Hein, parce que la ville de Lyon, il y a aussi la DSITN qui est derrière. Donc tout ça a pris pas mal d'années. En plus, bon, les années Covid, enfin les mois Covid n'ont pas arrangé les choses, mais parce que nos outils arrivaient à un état d'obsolescence, et puis surtout nous n'avions plus de maintenance. Donc c'est surtout ça qui a poussé à ce que nous changions, enfin en tout cas mettions en route le projet de changement des SIGB. Donc, ouais. Alors, et du coup, comment ce projet a démarré concrètement ? Alors comment il a démarré ? Oui, alors la date exacte, je sais que c'est à partir de 2017-2018, on a commencé à en parler, mais en interne, voilà, c'est vous dire que ça remonte quand même. On a eu une première réunion en 2019 informelle, c'est ce que je vous disais, 2020, Covid, etc. Donc tout ça a été un peu repoussé. Et concrètement, après le Covid, donc il y a eu une réunion de concertation avec la DSIT. En fait, la ville de Lyon, si on a mis un peu de temps, c'est parce que la ville voulait absolument un projet mutualisé, puisque nos outils arrivaient en bout de course, à bout de souffle. Donc, en fait, pour la ville, c'était plus intéressant de faire un projet commun plutôt que de faire un projet pour Gadagne, le MBA, le MAC séparément. On est dans cette logique-là quand même à la ville de Lyon, de mutualiser quand on peut le faire. Donc, première des réunions, il y a eu un audit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a d'abord eu un premier audit avec un cabinet privé à Lyon qui s'appelait OnePoint et qui a fait un audit des besoins. Ils sont venus, ils nous ont rencontrés, ils ont vu nos locaux, la manière dont on travaillait, donc les usages, nos besoins, etc., le nombre de postes, le nombre d'usagers, enfin bon, ils ont fait un bilan, ils ont rendu un document, ça nous a permis, avec des statistiques de fréquentation, etc., donc ça nous a permis déjà de poser un peu les choses. Et ensuite, nous avons rédigé avec mes collègues, donc c'est moi pour Gadagne, mes collègues du MBA et du MAC, nous avons rédigé donc le CCTP avec une chargée de projet à la DSITN, donc le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP. Et nous avons rédigé toute la partie bibliothéconomique. Et quant à la partie technique, sécurité, accessibilité, ça c'est la DSITN qui l'a rédigé dans le CCTP. Voilà. Et puis, comme tout marché, publication, réception des offres, notes, résultats, notification des résultats, et puis voilà. Et vous êtes arrivé sur le podium. Voilà comment ça s'est fait. Enfin, je résume rapidement parce que c'était sur plusieurs mois quand même, hein, ouais. Voire une bonne année, je pense. Oui. Ce sont des projets au long cours. Oui. Et quelle était du coup l'ambition qui avait été posée à ce moment-là ? Sachant que nous sommes des petites structures, encore une fois, nous souhaitions un outil qui soit, avec une prise en main rapide, fluide, personnalisable, paramétrable. Ça, c'était quand même les conditions. Nous avions quand même un certain nombre de... Nous souhaitions 3 instances. Nous sommes 3 musées, même si le marché était mutualisé, mais nous souhaitions vraiment 3 instances différentes parce que nous ne voulions pas avoir une seule base de données, un seul catalogue commun. Parce que malgré tout, nous avons
quand même des collections un peu différentes, et nous ne voulions pas qu'un paramétrage impacte. Enfin voilà, nous souhaitions quand même si nous avons mutualisé nos efforts et notre expérience, nous souhaitions quand même avoir 3 bases de données différentes. Voilà, ça c'était le point principal. Moi, j'avais mis une autre demande, c'est de pouvoir, et ça Syracuse y répond en partie, c'est le module Digital Ready pour pouvoir intégrer du multimédia dans le logiciel. Voilà. En tout cas pour moi c'était utile parce que j'ai beaucoup de documents PDF, et puis on fait aussi des captations vidéo, des choses comme ça. Donc à terme, je sais que ça peut être très intéressant pour la documentation sonore ou vidéo de Gadagne. Okay. Voilà. Alors, on a parlé d'obsolescence des précédents logiciels, de fin de maintenance notamment. Oui. Est-ce qu'il y avait une importance particulière de lancer ce projet à ce moment-là ? Ah bah, il y avait une urgence, je dirais. Mais il y avait vraiment une urgence, oui. Je pense qu'on était vraiment à la limite, n'ayant plus de maintenance. Je pense qu'on était, on commençait à avoir des petits bugs quand même. Donc il était temps de changer, oui. Okay. Oui, je pense les choses se sont très bien passées. La migration s'est très bien passée. La reprise de données, pour moi, s'est très bien passée. Mais je pense qu'il ne fallait pas trop attendre. Alors justement, quel était l'enjeu pour vous, au-delà de la migration des données, sur ce projet, quel était l'enjeu principal ? L'enjeu principal, c'était d'avoir en fait on en a parlé tout à l'heure, la visibilité, mais la mise en ligne du catalogue, oui, ça très clairement. J'ai envie de dire que ça c'est la partie la plus importante pour la connaissance de nos fonds. Et puis pour que le centre de documentation, même si je l'ai dit au début, est une composante du musée, mais soit quand même malgré tout quelque chose qui prenne aussi sa place dans un périmètre plus large et dans la recherche, en fait. Qu'on ne soit pas juste une petite bibliothèque dans laquelle on vient de temps en temps consulter un ou deux livres, mais qui propose un vrai service. D'accord. Justement, qu'est-ce que vous souhaitiez que l'usager externe ressente en arrivant sur vos portails ? Qu'il puisse découvrir l'ampleur des collections, parce que ça, je pense que même quand on dit qu'on est une bibliothèque spécialisée dans les arts de la marionnette, par exemple, les usagers ne se rendent pas compte à quel point nous avons des documents rares sur le sujet. Alors sur Lyon, on peut retrouver des documents à la bibliothèque municipale, par exemple, mais sur les arts de la marionnette, là, pour le coup, nous sommes vraiment tout à fait. Nous pouvons proposer des documents extrêmement rares qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc ça, c'était l'enjeu, c'était de montrer justement non seulement la variété, cette diversité, mais la rareté aussi des documents. Okay. Et alors, pourquoi la charte graphique revêtait une importance particulière ? En fait, la charte graphique, il est vraiment important que... Alors, je vous ai dit qu'on a mutualisé le projet, c'est certain, mais on n'a pas mutualisé la charte graphique. Chaque musée a sa propre charte graphique, ce qui est normal. Donc, il y a ces 3 entités, ces 3 identités visuelles. Donc là, c'était extrêmement important que les 3 musées puissent obtenir en fait une cohérence graphique avec le site institutionnel. Parce que vraiment, vous le voyez derrière, j'imagine que ça défile. Vous voyez bien que les chartes graphiques entre le Musée des Beaux-Arts, le MAC et le Gadagne ne sont pas du tout les mêmes. Donc il fallait qu'il y ait une vraie cohérence entre le portail documentaire et le site institutionnel. Ça, c'était vraiment l'exigence première. Il fallait identifier immédiatement l'objet du site, c'est-à-dire le portail du centre de doc, et ne pas penser qu'on était sur le site institutionnel. Voilà. Donc, mais en même temps, sachant que c'était quand même Gadagne. Voilà. Donc, c'est un peu c'est pas un paradoxe, mais il fallait résoudre en fait cette équation, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous diriez que ces outils ils étaient à la fois destinés à l'interne et en tant que vitrine externe ? Oui. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous souhaitiez que l'usager ressente ? Est-ce que vous vouliez qu'il y ait une ressemblance finalement parfaite entre
le portail du musée et le centre de documentation. Ah, vous voulez dire que le portail soit le reflet du centre de documentation? Oui, oui, très clairement. Oui. On a travaillé un peu dans ce sens-là, d'ailleurs, avec la photo de la salle de lecture, avec, en fait, donner une sorte de cohérence et de... Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, si on parle justement de l'accompagnement, de la collaboration entre Archimède et les musées, comment vous pourriez décrire cette collaboration? Est-ce qu'elle s'est bien passée? La collaboration s'est très bien passée. Évidemment, c'est un projet au long cours. Hein, ça a duré plusieurs mois, au moins une année, je pense. Donc oui, ça s'est très bien passé. Comme tout projet, il y a eu peut-être des moments peut-être où on a peut-être d'incompréhension, où on a rephasé un peu les choses. Mais sinon, d'une manière générale, ça s'est très très bien passé. Nous avions côté Ville de Lyon une chef de projet DSITN et une chef de projet côté Archimède. Les choses ont été prises en main de manière extrêmement rigoureuse parce que nous avions aussi beaucoup de documents partagés, donc notamment des GMO sur un outil que la Ville de Lyon a à sa disposition qui s'appelle... j'ai oublié le nom de son outil, mais c'est pas grave, qui est en fait un outil qui permet de partager des documents, des tableaux, tout type de documents. Donc territoire numérique ouvert, voilà. Et ça nous a permis, dans un premier temps, de décrire tout, en fait, de chapitrer, enfin de découper en gros chapitres tout le SIGB et de décrire exactement ce que nous voulions, les attentes, la manière dont nous voulions que ce soit paramétré, etc. Donc ça a été fait par Archimède. C'est un outil qu'on a alimenté au fur et à mesure, mais comme il était partagé, ça pouvait être, il était en temps réel, il était, alimenté en temps réel, donc ça c'était très bien. Nous avons eu énormément de réunions, de points, beaucoup, soit des points individuels avec les 3 musées, soit des points collectifs avec les 3 musées, soit des points individuels. On en a eu beaucoup, et puis les formations aussi, oui, bien sûr. Oui, on a eu. Finalement a été le plus fluide, vous diriez? Au niveau de la collaboration. La collaboration, j'ai envie de dire que c'est un tout. Il n'y a pas une chose. La communication, si, la plateforme de ticketing aussi était très fluide. Les retours, moi je sais que, comme mes collègues, on a déclaré beaucoup de tickets au début, évidemment, et les réponses étaient vraiment très rapides. On va dire entre 24 et 48 heures, nous avions une réponse. Ça, c'est extrêmement... et ça continue d'ailleurs, mais c'était extrêmement profitable, très positif pour nous. Et puis effectivement, des interlocuteurs compétents et techniquement très compétents chez Archimède. Oui, on sent qu'on a affaire à des documentalistes, ou en tout cas des techniciens qui connaissent bien l'informatique documentaire. C'est ce qui vous a permis de garder, on va dire, la confiance tout au long du projet? Oui. Oui, heureusement. Heureusement, oui. Sinon, je ne serais peut-être pas là pour vous en parler. Oui, tout à fait, oui. Oui, et c'est une confiance qui est continue, puisque, encore une fois, là, on a pris en main vraiment l'outil de manière indépendante depuis juillet, donc ça ne fait pas tout à fait un an. Et c'est vrai que régulièrement, par exemple, il y a une chose aussi, laquelle je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, tous ces petits webinaires, enfin en tout cas tous ces petits, c'est des petits tutos en replay, par exemple. Moi, je m'y réfère assez souvent. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi le forum. Il y a la documentation en ligne. Donc oui, tout ça entretient la confiance, évidemment, puisqu'on sait qu'on n'est pas lancé dans le vide avec un logiciel qu'on ne maîtrise pas. Au début, on le maîtrise mal. Sensiblement, ça va de mieux en mieux, mais au début, on est un petit peu perdu quand même, parce que c'est complexe. Donc oui, la confiance, elle vient aussi de tout ce qu'on nous offre comme moyen de consolider les formations reçues. Et les formations étaient très bien aussi. Bon. Oui. Oui, non, très bien. Effectivement, ça fait partie peut-être de notre ADN. Ce qu'on veut chez Archimède, c'est autonomiser nos clients sur la vie au quotidien de leur solution. Aujourd'hui, vous diriez que qu'est-ce qui a le plus changé dans votre quotidien, du coup?
Tout ce qu'on a évoqué précédemment. Il y a une chose qui est très agréable pour le bibliothécaire et que je n'avais pas avant, c'est que lorsqu'on fait du catalogage, alors évidemment la dérivation, tout ça, ça se passe très bien. Il y a l'outil vendangeur aussi qui permet de mettre à jour les notices, mais ça c'est autre chose. Il y a une chose qui est très agréable, je dirais, c'est que quand je catalogue, quand je saisis une notice, dans la mesure où elle apparaît immédiatement sur le portail, c'est assez, j'ai envie de dire, satisfaisant de voir tout de suite la notice avec la photo et de voir le travail. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça permet de voir s'il y a une erreur de saisie, on la voit immédiatement. Avant que le catalogue ne soit en ligne, parfois, ça pouvait m'arriver de faire une saisie, une erreur de frappe, et dans un champ, là, je peux le voir immédiatement. Donc ça aussi, ça c'est agréable. Et puis c'est agréable de voir le travail. En fait, là, ce qui défile derrière le catalogue du MAC, je trouve ça plutôt valorisant de voir les notices, les photos. Enfin, oui, ça concrétise vraiment le travail du bibliothécaire et on a un retour immédiat. Alors, aujourd'hui, vos collègues Oui. du Musée des Beaux-Arts et du Musée d'Art Contemporain ne sont pas là pour témoigner. Je vais vous demander de le faire à leur place. Oui. Est-ce que les retours sont tout aussi bons ? Oui, puisque je les ai sollicités avant de venir. Et oui. Alors après, les attentes étaient peut-être pas tout à fait les mêmes, et encore que, comme je vous ai dit, on a des usages quand même assez similaires. Mais oui, les retours sont très bons sur effectivement le catalogage, le portail, la partie prêt. La gestion des abonnements. Moi, il y a une chose aussi que j'apprécie beaucoup. Peut-être que mes collègues ne s'en servent pas, mais c'est la partie EAD, puisque la possibilité d'importer des documents donc décrits en EAD. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, puisqu'on a un gros fonds d'archives. Donc ça, c'est un plus, mais qui n'est pas négligeable. Voilà. Et de la part des usagers externes, est-ce que vous avez eu aussi des retours ? Alors, si j'en juge par la quantité de mails et de demandes de recherche, de consultation sur place que je reçois, je pense que oui, ils sont satisfaits, parce que ça a doublé largement la quantité de messages que je reçois. Ouais. Vous observez déjà une meilleure valorisation des fonds ? Oui, il y a une valorisation, et puis il y a un référencement sur Google qui est très bon. Donc en fait, il suffit de taper une référence, et c'est dans les premières occurrences, c'est quasiment Gadagne qui apparaît. Donc oui, on est bien placé dans les référencements. Ouais. Et quelles sont du coup les prochaines étapes ou les prochaines envies que vous en avez déjà ou Oui, alors il y a une chose mais ça, oui, je sais pas si je peux en parler, mais on aimerait une interopérabilité avec la base de données de la collection. Parce que là, on parle de la bibliothèque, mais il faut vraiment faire la distinction entre la collection muséale, donc tout ce qui est inscrit à l'inventaire, et la bibliothèque. Mais ça, c'est un projet qui n'est pas pour tout de suite, puisque là, il faut déjà qu'on puisse créer cette passerelle entre les deux. Mais ça pourrait être un très, très bon projet à mener dans les deux années qui arrivent, oui. À la bonne heure. Voilà. Je vous apprends peut-être que la société Archimède, à travers la solution Syracuse, développe justement cette partie-là. Oui, c'est très bien. On sera amené à en reparler. Donc, voilà. Donc si vous deviez résumer ce projet en une phrase, qu'est-ce que vous pourriez dire ? En une phrase ? Ou deux. Écoutez, je sais pas, je pense que j'ai à peu près tout dit déjà précédemment. En tout cas, en tant que bibliothécaire, moi, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser cet outil. Ça, c'est très clair au quotidien. Je ne suis pas dans la souffrance en me disant où est-ce que ça se trouve, qu'est-ce que je fais, ouh là là, ça bug. Non, on a connu ça avec d'autres outils, mais pas avec là. Et c'est voilà. Enfin, je pense que ça permet de c'est un outil que j'utilise au quotidien. Donc, si vous voulez, pour résumer, j'en suis très, très heureuse. Enfin, je ne vois pas grand-chose de plus. Voilà. C'est très bien. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à d'autres musées qui peuvent se poser la question, qui hésiteraient à se lancer et qui peut-être, dans la salle, nous écoutent ? Alors,
Ne pas attendre aussi longtemps que nous, parce que ça a été vraiment très long. Mais je pense qu'il faut, quand on a la possibilité d'avoir un outil comme Syracuse qui est en plus évolutif, ça aussi c'est important. Je pense qu'il faut effectivement, il ne faut pas hésiter à se lancer et à se doter d'une solution aussi souple. C'est très clairement, oui. Parce que, encore une fois, là, on a parlé d'interopérabilité, on a parlé du multimédia, on a parlé de l'EAD. Enfin bon, c'est une solution qui permet de se projeter aussi dans l'avenir avec d'autres usages qui ne sont pas limités au simple périmètre de la bibliothèque. Et ça, c'est intéressant pour nous. Voilà. Parfait. Donc, d'avoir aussi des usages un peu plus transversaux. Voilà. Madame Dufay, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous en prie. Si jamais dans la salle, des personnes veulent poser des questions, qu'elles n'hésitent pas. Madame Dufay et moi serons ravis d'y répondre. Oui, j'ai une question. Oui. Dommage, je suis anglais. Oui. En avance, excusez-moi pour mon commande de langue française. Nous sommes en train de créer une exposition avec les œuvres de Frank Lloyd Wright, l'architecte fameux. La collection a plus de 100 000 pièces, c'est très très grande. Quelle stratégie pouvez-vous recommander pour nous, quand nous comprendre cette énorme collection des artefacts, pour créer quelque chose de spécial, mémorable pour les gens? Là, on dépasse le cadre d'une bibliothèque. Vous êtes plutôt dans un schéma de base de données, de collection, de ce qu'on appelle une database, en fait. Oui, c'est plutôt ça. Excusez-moi, nous travaillons avec la bibliothèque Avery en New York et MoMA aussi, et deux ou trois autres institutions. Oui, dans ces cas-là, vous êtes plus sur une photothèque, plutôt une bibliothèque d'images, en fait, qu'un catalogue de bibliothèques. C'est un peu différent. Je ne sais pas si Syracuse propose ce genre d'outils, photothèque. Tout à fait. Oui. C'est effectivement un périmètre sur lequel la solution Syracuse peut répondre. D'autant plus que, alors peut-être sur une large base de données comme la vôtre, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des outils de médiation pour guider l'usager spécifiquement vers des sujets particuliers, vers des fonds particuliers, que ce soit à travers l'éditorial. Alors, je ne sais pas si on l'illustre vraiment là sur cette présentation, mais il est possible de mettre en place un certain nombre d'encarts éditoriaux qui vont guider les usagers. Ça, c'est une première chose. Et un second élément, c'est d'utiliser les données du catalogage pour permettre de trier efficacement parmi un contenu qui peut être très large. Donc ça, c'est, d'une certaine façon, c'est la recherche à facettes qu'on retrouve aujourd'hui sur un certain nombre de portails documentaires. Il y a ça, et puis demain et l'IA qu'on est en train de développer, l'intelligence artificielle, qui va permettre aussi à l'usager de faire des recherches qui lui permettront de retrouver le contenu qu'il cherche de façon beaucoup plus efficace peut-être. Peut-être on peut parler un peu après. Je serai ravi de vous accueillir sur le stand. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question? Et sinon, je vous remercie pour votre attention. Et encore une fois, on est présent donc au CITEM. N'hésitez pas à passer sur le stand pour avoir des informations complémentaires. Merci à tous et peut-être bon appétit.